Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. C'est parti pour une demi-heure d'information générale. On commence par le séjour du président Alpha Condé au Maroc. Le chef de l'État s'est entretenu avec plusieurs hauts responsables et hommes d'affaires du royaume chérifien. Les entretiens ont porté sur le renforcement du partenariat entre les deux États. On fait le point avec notre envoyé spécial, Sanassi Keita. Le renforcement du partenariat dans le domaine de l'agriculture entre Conakry et Rabat est au centre de ces discussions entre le président de la République et le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage du Maroc. Les relations avec la Guinée entre la Guinée et le Maroc sont stratégiques, sont profondes, historiques. Le Maroc cherche à développer ses relations économiques et de développement. J'ai en charge le secteur de la pêche maritime et le secteur de l'agriculture. Nous avons des dossiers d'investissement ensemble. Nous travaillons sur les villages de pêche, les 2 villages de pêche qui seront construits dans la région de Conakry, mais également nous avons un programme ambitieux sur le développement des connaissances, du savoir, mais également de l'apport par rapport à l'horticulture entre le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Agriculture de la Guinée et celui du Maroc. Donc nous travaillons pour renforcer ces relations de partenariat et au cœur de ce partenariat, nous encourageons bien sûr l'investissement. La transformation des ordures ménagères en énergie préoccupe également le chef de l'État. Et c'est pourquoi Professeur Alpha Condé a reçu en audience le président directeur général du groupe Environnement et Services du Royaume chérifien. L'objectif, c'est de discuter le secteur de l'environnement, notamment la gestion des déchets solides, tout ce qui est collecte, nettoiement, gestion de décharges et transformation des déchets en énergie. L'enseignement technique et professionnel, un volet ambitieux du chef de l'État. Aujourd'hui, au Maroc, nombreux sont les étudiants guinéens qui arrivent pour développer leurs connaissances dans plusieurs secteurs. Cette audience que le président de la République a accordée au directeur général de l'enseignement technique et professionnel du Maroc se situe dans cette trajectoire. Ce plan d'action avance bien. Nous venons de recevoir 110 jeunes guinéens, dont 70 futurs formateurs pour les établissements qui sont programmés. Et nous allons recevoir encore d'autres jeunes à partir de l'année prochaine pour atteindre le nombre de 260 jeunes durant les 3 années à venir. Et notre plan d'action avance comme prévu et nous souhaitons être à la hauteur des attentes de Monsieur le Président. Le président de la République a enfin reçu en audience les hommes d'affaires guinéens. Professeur Alpha Condé les a félicités et encouragés pour leur mobilisation et surtout leur volonté à développer des relations étroites avec les investisseurs marocains. L'objectif étant de nouer de solides partenariats réciproquement avantageux. Le président d'abord a demandé aux hommes d'affaires guinéens d'essayer de mieux s'étaler, de mieux convaincre les hommes d'affaires étrangers, surtout marocains, à pouvoir investir dans le pays. Et il a demandé aussi aux investisseurs de prendre courage, d'être sérieux avec les autres investisseurs afin que la confiance règne. Et il a donné toute la garantie qu'il va essayer de protéger l'industrie guinéenne, ce qui a été une très bonne chose et tous les hommes d'affaires guinéens ont apprécié cette rencontre. Ces prises de contact dénotent de la volonté du président de la République et de Sa Majesté. Le roi Mohamed VI a davantage diversifié des relations de coopération et d'amitié entre les peuples guinéens et marocains. Des prises de contact qui ont débouché aussi sur la signature d'une convention entre une société marocaine et le ministère guinéen des Transports. L'accord prévoit l'aménagement d'espaces industriels à Kagbélé, Dubreka et Koya. Un nouvel accord qui vient s'ajouter à ceux déjà existants entre le Maroc et la Guinée. Sanassi Keita. Ce partenariat scellé entre la Guinée et la société Medzet du Maroc se situe dans le cadre de l'aménagement des zones industrielles de Kagbeli, de Koya et de Dubreka.
C'est le résultat de la récente visite de travail et d'amitié du président de la République à Rabat. Cette convention a pour objet de rapidement étudier la faisabilité de la mise en place de zones industrielles qui vont permettre l'émergence d'un tissu industriel intégré en Guinée-Conakry. Donc la convention stipule les détails et le phasage que l'on compte prendre pour la mise en place et la finalisation de ces études pour qu'elles permettent par la suite au gouvernement guinéen de développer le plus rapidement possible des zones industrielles adaptées aux besoins de l'industrie locale et internationale. Lors du dernier forum ici, nous avons pu signer un protocole d'accord qui va impliquer aussi bien le ministère des Transports que le ministère de l'Industrie dans le cadre de l'aménagement des zones industrielles. Ça va se faire en deux étapes. Une première étape où il y aura une phase pilote qui va concerner la zone au niveau du port sec, la zone de Koya et la zone de Dubreka. Il y aura la phase pilote. Ils vont réaliser une étude de préfaisabilité sur financement des fonds propres qui va intégrer leur part dans le capital de la société d'exploitation une fois que celle-là sera opérationnelle. Ça concerne aussi bien le ministère des Transports pour les questions de plateforme logistique des transports que le ministère de l'Industrie pour l'aménagement de zones industrielles pour mettre à disposition à tous les opérateurs privés qui arrivent les espaces aménagés réunissant tous les avantages requis pour lancer l'investissement de ceux qui se présentent chez nous. Cette signature de convention implique le ministère des Transports et celui de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises. L'objectif étant de faire des espaces de Kabylie, de Dubreka et de Koya des véritables zones industrielles du pays. Administration du territoire et énergie, les deux ministères défendent leur budget sectoriel devant l'Assemblée nationale. Plusieurs priorités ont été énumérées et nécessiteraient un plus gros budget pour 2015. Je vous cite par exemple la correction de la desserte électrique et le renforcement de la bonne gouvernance. François Lama. Pour l'année 2015, le budget alloué au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation s'élève à plus de 402 milliards de francs guinéens contre plus de 448 milliards en 2014. Pour l'exécution de ce budget revu à la baisse, le ministre de l'administration du territoire a étalé devant les députés les ambitions de son département qui privilégie la poursuite des actions entreprises en 2014. Alassane Condé a insisté sur l'appui technique de son département à la CENI, Commission électorale nationale indépendante, pour l'organisation des prochaines élections dans la transparence et l'équité en 2015, le renforcement de la décentralisation et de la gouvernance locale, la mise en place d'un mécanisme d'assistance humanitaire, la matérialisation et la sécurisation de nos frontières sont autant d'actions projetées. De son côté, le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique a axé son intervention sur l'amélioration des performances des deux secteurs. À court terme, le ministre Talib Bessila a promis la réalisation en 2015 de 7 actions prioritaires, entre autres la réhabilitation des centrales thermiques et hydrauliques existantes et l'amélioration de la desserte en eau potable de Conakry et des villes de l'intérieur. À moyen et court terme, il a insisté sur les études de faisabilité pour la réalisation des barrages et micro-barrages dans les régions et préfectures du pays, sans oublier la réalisation du barrage hydroélectrique de Kalita. Pour l'exécution de son plan d'action 2015, le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique a défendu un budget qui se chiffre à plus de 691 milliards de francs guinéens en 2015 contre plus de 343 milliards de francs guinéens en 2014. Les interrogations des députés ont porté sur comment aller rapidement aux élections, mais aussi comment rendre disponible le courant électrique pour tous les Guinéens. La réponse des deux ministres à la soixantaine de questions posées ont visiblement satisfait des députés qui, dans leur explication de vote, ont témoigné de la qualité des prestations avant d'insister sur la signature d'accords politiques en faveur de l'organisation des élections dans le pays.
Ces élections, justement, la présidentielle de 2015, on n'oublie pas non plus les communales et les communautaires. Un appel d'offres avait été lancé pour recruter un opérateur technique. Le choix est tombé, c'est Gemalto France qui va conduire la révision des listes électorales. Mais pourquoi ce choix? Est-ce qu'il y a eu transparence? Autant de questions posées aux membres de la CENI au cours d'une conférence de presse. Saïdou Diallo. Le recrutement du nouvel opérateur technique pour la révision des listes électorales de 2015 a été passé en revue samedi lors d'un point de presse. Selon le service national de passation des marchés qui a piloté le dépouillement, le choix de Gemalto repose essentiellement sur le respect des conditions définies dans les cahiers de charges. La CENI, en tant qu'autorité contractante, a lancé un appel d'offres international ouvert. L'avis d'appel d'offres a été publié dans plusieurs journaux de la place et dans la presse en ligne. Maintenant, dans le cadre de la nouvelle réglementation, il y a l'autorité contractante qui lance. Le deuxième pied, c'est la direction des marchés, qui a la responsabilité exclusive, je dis bien, c'est ce qui est dit dans la loi, ce n'est pas moi qui le dis, qui a la responsabilité exclusive de la passation des marchés. Et la loi précise, assisté d'un représentant de l'autorité contractante. Autre avantage qui a milité en faveur de Gemalto, c'est aussi la surface financière de l'entreprise. Un chiffre d'affaires estimé à plus de 500 millions de dollars américains. La société sera amenée à déployer un matériel. C'est des laptops, c'est des capteurs d'empreintes, c'est des appareils photo. Autrement dit, c'est un matériel logistique. Mais à côté de cela, il y a la prestation intellectuelle. Autrement dit, il y a une solution, un logiciel qui va être produit par la société et qui doit être adapté aux exigences que l'autorité contractante a introduites dans son dossier d'affaires. Il faut préciser que ce choix de Gemalto est provisoire en attendant la fin des négociations techniques. L'amélioration de la santé maternelle et reproductive préoccupe les acteurs du secteur pharmaceutique guinéen. Une nouvelle technique de dépistage couplée du VIH-Sida vient d'être lancée à Conakry. Pour sa réussite dans le pays, des techniciens de laboratoire venus de Conakry et des capitales régionales ont été formés à l'utilisation de ce double test. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Lutte contre Ebola, une lutte dans laquelle les partenaires prennent une part active. La Banque mondiale, par exemple, met une enveloppe de 72 millions de dollars à la disposition de la Guinée. Ce montant s'ajoute aux 31 millions de dollars que l'institution avait déjà dégagé pour financer l'aide d'urgence. Il faut signer un document pour dire effectivement que l'argent est disponible. C'était vendredi au ministère des Finances. Boubacar Ba. 2 mois après la signature d'un accord d'aide d'urgence de la Banque mondiale dans le cadre de la lutte contre l'épidémie à virus Ebola pour 31 millions de dollars en faveur de la Guinée, cette institution, dans le souci d'éradiquer cette maladie dans les meilleurs délais, vient d'accorder un don de 72 millions de dollars à la Guinée. Ce financement supplémentaire, approuvé par le conseil d'administration de la Banque mondiale mardi dernier, s'inscrit dans la continuité d'assister le gouvernement guinéen dans ses efforts d'éradication de cette maladie. Il s'agit de soutenir le plan de riposte national contre la maladie à virus Ebola. Donc c'est le plan de la coordination nationale. Deuxièmement, il s'agit d'appuyer l'augmentation des ressources humaines pour les services d'intervention contre l'épidémie. Donc c'est tout le personnel sanitaire, socio-sanitaire, tous ceux qui font le suivi épidémiologique, etc. Et troisièmement, il s'agit d'apporter la nourriture, l'appui nutritionnel nécessaire et les produits de première nécessité aux populations qui sont affectées. Mohamed Diaré a réitéré la disponibilité du gouvernement de travailler en symbiose avec nos partenaires financiers pour l'éradication de la maladie. Déjà, ces 72 millions de dollars seront repartis par le gouvernement à l'UNICEF, le PAM, l'OMS, l'UNOPS et la coordination nationale. Je voudrais ici profiter de l'occasion pour demander aux institutions signataires de prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'exécution rapide et transparente des actions programmées. Étant donné qu'il s'agit de financements appartenant au gouvernement guinéen, je ferai prendre les mesures pour suivre scrupuleusement le plan de mise en œuvre pragmatique et financière convenu.
il est prévu que nous organisions périodiquement des séances de monitorage des activités. Signalons qu'à ce jour, les effets de la maladie sur l'économie influent négativement sur les indicateurs de santé maternelle et a creusé le fossé de la pauvreté. L'OMS a un nouveau représentant en Guinée, son nom Jean-Marie Dangou. Il se dit conscient du défi auquel il va être confronté, la lutte contre l'épidémie d'Ebola. L'antenne Guinée de l'Organisation mondiale de la santé est déjà très active dans ce combat. Mais qui est ce nouveau fonctionnaire international? D'où vient-il et surtout, quel est son capital expérience? Amadou Touré. Professeur Jean-Marie Dangou est le représentant de l'Organisation mondiale de la santé en Guinée. Le nouveau chef de mission et représentant de l'OMS a présenté les copies figurées au ministre d'État des Affaires étrangères. Son arrivée coïncide à une époque où la Guinée est confrontée à la plus grande crise sanitaire de son histoire. Nous comptons apporter l'expertise technique en déployant en Guinée tous les experts, aussi bien des experts internationaux que des experts nationaux, et au niveau des parties les plus reculées du pays, afin de nous comptons aussi appuyer les populations guinéennes et le gouvernement guinéen dans les différentes composantes de la lutte, la prise en charge thérapeutique des patients, le suivi des cas contacts, mais aussi la surveillance épidémiologique. l'OMS qui joue un rôle central dans la lutte contre d'abord les problèmes de santé, mais aussi sur la question d'Ebola. Donc nous avons bon espoir que les relations vont se renforcer. Et nous sommes très heureux de l'accueil ce matin, de présenter cette lettre d'accréditation. Nous souhaitons bonne chance. Nous devons assurer la pleine coopération de tout le gouvernement et particulièrement le ministère des Affaires étrangères. Avec près de 1000 décès, l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola devient un véritable problème de santé publique en Guinée. Face à cette réalité, les partenaires s'engagent à démultiplier les efforts pour l'éradication rapide de la maladie. L'UNICEF, quant à elle, continue d'investir sur la formation, notamment celle des superviseurs préfectoraux, un atelier pour bien comprendre les voies de transmission de la maladie, mais aussi les méthodes de prévention. Samara Tolno, Abdoulaye Diallo. Ici, la direction l'enseignement professionnel, 40 coordonnateurs préfectoraux et 10 superviseurs régionaux renforcent leurs capacités opérationnelles. Ils auront pour mission la formation, le suivi entre autres des actions des comités villageois de veille sanitaire installés à travers le pays. L'initiative est de l'UNICEF en partenariat avec le Centre africain de formation pour le développement et le Centre de recherche d'aide au développement. Il s'agit dans un premier temps de former 50 coordinateurs pour la communication et le développement, et l'engagement communautaire, qui seront déployés dans l'ensemble des préfectures et qui, à leur tour, auront la charge de déployer 800 mobilisateurs sociaux pour accompagner les communautés, accompagner les efforts qui sont en cours à l'intérieur du pays et faire en sorte que les communautés elles-mêmes puissent davantage prendre conscience de la réalité d'Ebola et s'engager ensemble dans la réponse et parvenir à l'éradication de la maladie. L'espoir est bien sûr permis dans la mesure où si nous avons dans les 25 préfectures frontalières de la République de Guinée des agents déployés, des comités de veille installés sur l'étendue du territoire national, il n'y a pas de raison qu'on n'espère pas réellement finir avec ce virus-là dans ce peu de temps. Avec la participation des communautés à la base aux actions de sensibilisation et de mobilisation sociale contre Ebola, la situation est en train d'être maîtrisée dans certaines localités du pays. Au jour d'aujourd'hui, quand je quittais Apita, ça fait presque plus d'un mois qu'on ne parle pas d'Ebola à Apita. La formation de ces agents permettra de mettre sur pied une autre stratégie efficace de riposte à Ebola, ce qui permettra de diminuer les possibilités de transmission de la maladie. Koza, c'est dans la commune de Ratoma, en banlieue de Conakry. Les jeunes se mobilisent contre Ebola. Ils ont offert des kits de prévention aux différentes mosquées du quartier. Ils demandent aux responsables religieux de suivre les recommandations sanitaires. Une occasion pour fustiger l'Ebola business. Un reportage rendu en studio par Kernos Mandiallo. Une vingtaine de kits de lavage de mains offerts par les jeunes de Koza aux différentes mosquées de leur quartier à travers la coordination nationale de lutte contre Ebola. L'ambassade des États-Unis apprécie ce geste des jeunes de Koza.
Ebola est méchant, mais les Guinéens travaillant ensemble sont plus forts encore. Et je crois qu'avec ce genre d'initiative, tout de suite, l'État et la société guinéenne peuvent réouvrir les écoles comme ça, pour donner quelque chose à faire pour les enfants, pour reprendre les activités économiques. Pour les citoyens de Koza et singulièrement des quartiers de Bantouka 1 et 2, ce geste de l'UJAC est à encourager. Par rapport à ce dont je suis vraiment très content, parce que ça nous favorise de faire la sensibilisation dans les quartiers de Bantouka 1, Bantouka 2 et Nasrullah pour faire comprendre aux gens que vraiment il y a l'existence de l'Ebola en Guinée et que nous devons tous ensemble se lever comme un seul homme sans parti pris pour essayer de combattre contre Ebola pour le dégager dans notre pays. Au nom de la coordination nationale de lutte contre Ebola, le responsable de la communication a félicité les jeunes de Koza tout en fustigeant d'autres ONG qui cherchent à faire de Ebola une aubaine. Lorsque quelqu'un veut aider ses parents, des femmes, des jeunes, est-ce qu'on a besoin pour cela d'aller à la coordination nationale pour demander un budget de 22 milliards 339 millions, une ONG. Une ONG qui se présente à la coordination pour nous demander 14 milliards de francs guinéens pour aller sensibiliser. Des ONG dont le plus bas débit est à 32 millions. Alors nous nous sommes dit, Ebola n'est ni une kermesse ni une fête. Pour Fodeta Silla, ce geste des jeunes de Koza est un exemple que tous les quartiers doivent imiter, surtout en ce moment où la Guinée et les Guinéens sont stigmatisés dans les autres pays. Aujourd'hui, à l'extérieur du pays, notre nationalité porte le cachet Ebola. Dès que vous descendez de l'avion à Tokyo, à Paris ou à Washington, votre passeport guinéen est estampillé Ebola. Nous ne sommes pas un virus, nous sommes des Guinéens, nous sommes des humains. Ces kits de l'Union des jeunes et amis de Koza ont été repartis entre les différentes mosquées de Bantouka 1 et 2, ainsi que d'autres sites importants de la localité. Direction Koundara pour une campagne de sensibilisation. Elle a duré 2 semaines, portant sur des thèmes classiques, la paix et l'unité entre les fils du terroir. Une initiative de l'ONG Badiar Unis pour la démocratie et le développement. La campagne a touché les 6 sous-préfectures de Koundara. Mangafodé Touré commande ces images. Les ressortissants de Koundara résidant à Conakry auprès des autorités de leur localité pour apporter leur contribution à l'édification du Badiar. C'est une initiative de l'association Badiar Unis pour la démocratie et le développement. L'ONG Abud entend mobiliser les populations de Koundara autour des projets de développement. Ces rencontres avec le maire et le préfet marquent le début d'un marathon vers les communautés du centre-ville et des sous-préfectures. De Termessé au centre-ville, en passant par Guingamp, Yukunkun, Sambailo, Saraboido, Kamabi, la mission de l'ONG s'est investie dans la sensibilisation des communautés sur le virus Ebola et distribuer des kits pour éviter la maladie. Pour l'heure, aucun cas n'est encore enregistré à Koundara. Nous sommes venus nous avancer et vous demander la cohésion sociale, la réconciliation sociale pour que nous puissions travailler ensemble. En plus de la sensibilisation sur Ebola et la distribution des kits, l'ONG est porteuse de messages de paix et de cohésion. La démarche est accueillie par les communautés qui semblent partager les objectifs de l'ONG. Un motif d'encouragement et de réconfort pour l'ABUD qui compte s'investir mieux pour le développement de Koundara. Pour répondre à l'appel lancé par le président de la République et son gouvernement dans le cadre de la lutte contre la maladie hémorragique Ebola, que nous avons dépêché une mission pour aller sensibiliser les différentes communautés du Badiar. Cette ONG va servir désormais de cadre de concertation pour le développement de notre localité. Je tiens au nom de tous les ressortissants de Koundara à remercier le président de la République, le professeur Alpha Condé,
et l'ensemble du gouvernement pour les efforts qu'ils sont en train de déployer dans le cadre de la lutte contre cette maladie Ebola. À travers cette mobilisation des fils et filles de Koundara, l'association Badiar Unie pour la démocratie et le développement affiche sa détermination à accompagner le gouvernement dans sa politique de développement. Cette sortie de la BUD est aussi un moyen de rassemblement et d'organisation du Badiar autour des idéaux de paix et de démocratie du président de la République, professeur Alpha Condé. L'islam, une religion qui prône la paix et la fraternité. C'est d'ailleurs en application de ces vertus que l'ambassadeur de la paix, El Hadj Djeriba Djabi, a animé une conférence islamique. Entouré de plusieurs responsables religieux, il insiste sur l'importance de l'entente et du pardon dans la construction d'une nation prospère. Reportage Kerno Ousmane Diallo. L'ambassadeur de la paix et le secrétaire général aux affaires religieuses, ensemble pour rappeler la place des leaders religieux dans la préservation de la quiétude sociale. Déjà très actif à travers l'organisation de multiples cérémonies de prière en faveur de l'unité nationale, l'ambassadeur de la paix, El Hadj Djeriba Djabi, promet une implication plus accrue dans la promotion de la cohésion sociale. Avec les cadres du secrétariat général aux affaires religieuses, il partage les politiques dans les pays des Grands Lacs où il a vécu durant de longues années. Inviter les acteurs de la vie politique guinéenne à cultiver davantage les de lutte contre Ebola. Je me donne tout. La nature de Dieu m'a fait que je suis musulman. Je dois toujours œuvrer pour la paix, la tranquillité et la quiétude de notre pays. Voilà, je suis venu rendre visite à mon grand frère pour apprendre avec lui. Et il m'a donné beaucoup de sagesse. Je évite toute la communauté guinéenne à l'intérieur comme à l'extérieur de se donner la main. Parce qu'aujourd'hui nous avons un étranger dans notre pays que personne ne veut l'adresser. Personne ne souhaite avoir Ebola dans sa famille, dans sa commune, dans son région, en plus forte raison, même compagnon de Ebola. L'ennemi qu'il faut combattre. L'ambassadeur de la paix a récemment sillonné plusieurs localités du pays pour inviter les citoyens à s'investir dans la résolution pacifique des différends. Ces efforts pour une paix durable en Guinée sont appréciés. C'est un Guinéen. Des fois, il y a le carburant à côté du feu. Les tensions se montent. Il vient directement en Guinée pour faire la sensibilisation et pour implorer. Avec tous ces talibés, il fait des... Il s'était embarqué dans cette pirogue, c'est pas aujourd'hui. C'est un vrai Guinéen qui n'attend pas assez qu'on l'invite à une prière. Mais il organise les prières en faveur de son pays. Ce don d'un Coran, livre saint des musulmans, va marquer ces leaders religieux qui y voient un appel de l'ambassadeur de la paix à plus de rigueur et d'engagement dans leur travail d'éducation religieuse. Les prières sont formulées pour une Guinée développée où Ebola ne serait plus qu'un lointain souvenir. L'actualité, c'est aussi ces réflexions et les relations professionnelles entre journalistes et administrateurs locaux. C'est pas toujours une ambiance saine entre les deux camps, mais cette session de formation a pour but d'identifier le problème et surtout de le corriger. Saliouba, Abdoulaye Diallo. Les 5 maires de Conakry, journalistes de la presse publique et privée. Il échange sur les rapports entre la presse et les élus locaux. Cette rencontre vise à décrisper le climat entre pour mieux informer les citoyens de la gouvernance locale. Nous avons avec beaucoup d'attention, je suis sûr que cette relation va être très fructueuse entre les journalistes et les élus locaux. Et qui mérite d'être pérennisé des journalistes et les élus locaux. Avec cette formation, chacun de nous pourra vraiment connaître son rôle et ses limites. Initiée par le ministère de l'administration du territoire en collaboration avec Internews, cette formation permettra aux participants
techniques de communication, mais surtout de favoriser des bons rapports entre journalistes et élus locaux. L'idée, c'est de permettre aux deux groupes de se parler franchement et de mieux comprendre le rôle de chacun, d'identifier aussi les excès, les erreurs, parce qu'il y a parfois des journalistes qui pensent que la liberté de la presse, c'est la liberté d'émettre des opinions, de dire n'importe quoi sans vérifier. Alors, il y a un certain redressement qu'on doit faire du côté des journalistique et de la déontologie. Et du côté des autorités, il y a peut-être aussi des comportements à changer. Je pense que c'est vraiment une très belle initiative. Chacun de nous sait quand même en contact régulier et les élus locaux et les médias. Alors si il n'y a pas une synergie entre les deux, on va passer à côté parce qu'il faut qu'il y ait une information commune. Journalistes et élus locaux entretiennent souvent des rapports conflictuels. Cette formation va consolider la démocratie dans la gouvernance locale. Tout comme le ministère de la Culture renaît de ses cendres. On se souvient encore de l'incendie qui avait frappé il y a juste quelques mois. Aujourd'hui, les locaux sont complètement rénovés et le service peut reprendre. Bakary. Les hommes de culture en liesse. Ils se réjouissent de la rénovation des locaux du ministère de la Culture et du Patrimoine historique. 4 mois après un incendie qui avait causé des dégâts matériels importants, le département change positivement de physionomie grâce au gouvernement et des partenaires techniques. Une vaste campagne de sensibilisation et de plaidoyer a été engagée par le département en faveur du bâtiment sinistré. C'est bien le résultat de cette vaste campagne qui permet aujourd'hui à l'ensemble des travailleurs de se retrouver et de fêter le retour au siège réhabilité de leur ministère. Au cours de cette cérémonie de réouverture, plusieurs groupes artistiques ont fait des prestations avec pour thème commun la lutte contre Ebola. Le ministre d'État à l'enseignement supérieur, intérimaire du ministre de la Culture, s'en réjouit et précise. Les artistes, ce que vous nous avez offert aujourd'hui est l'expression de notre histoire, de notre nation, de notre dignité, de nos valeurs, de nos messages pour hier, pour aujourd'hui et pour demain. Le président de la République disait, parlant de cette fièvre, de cette épidémie, qu'on allait l'utiliser comme une opportunité pour que l'aigle que la Guinée et dont les ailes ont été enchaînées, que cet aigle déploie ses ailes et aille à la conquête du ciel. Les cadres du ministère de la Culture ont remercié le chef de l'État pour l'obtention de la nouvelle Bibliothèque nationale de la culture. Ils sollicitent également auprès du gouvernement un département de culture moderne et digne de nom. On finit sur cette triste note pour rendre hommage à M. Mohamed François Falcon, décédé le 15 novembre 2014. L'ex-directeur exécutif de l'Agence nationale de lutte contre la corruption a regagné sa dernière demeure vendredi au cimetière de Cameroun. Le peuple de Guinée lui a rendu un hommage mérité. Mohamed Sankan. Décédé samedi 15 novembre 2014 des suites d'un arrêt cardiaque, Mohamed François Falcon a été inhumé vendredi 21 novembre 2014 au cimetière de Cameroun. Né en 1966, Falcon a mis sa formation de juriste au service de la lutte contre la corruption. Le peuple de Guinée lui a rendu un vibrant hommage ce 21 novembre au musée national de Sandarvalia. Des témoignages des collaborateurs avec un prime, celui de son fils Youssouf, qui prie pour le repos de l'âme de son père. Bonjour papa, c'est moi Youssouf. Je te répète comment. M. Falcon, c'est un homme de dialogue. C'est un homme de réconciliation. Je ne peux pas dire ici toutes les vertus que j'ai partagées avec M. Falcon, toutes les vertus qu'il m'a communiquées. François Falcon, disons que ta mort délivre les adeptes de la corruption. Alléluia, mon frère.
ton tombeau ne nous fera pas oublier que tu eus un indestructible berceau. Après la grande mosquée Faisal, parents, amis, collaborateurs et sympathisants ont accompagné le cortège funèbre de Mohamed François Falcon à sa dernière demeure au cimetière de Cameroun. Chers frères et amis Falcon, repose en paix. Amen. C'est la fin de cette édition d'information. J'ai été ravi, même si vous ne le voyez pas sur le visage, de vous servir ce week-end. Bonsoir.